Au fond, Jacques Berger, vous êtes mondialement célèbre. Oui, ce qui prouve que je suis un personnage de second ordre. C'est une règle fondamentale de l'histoire que les personnages réellement importants, on n'en entend pas parler, ils n'écrivent pas de mémoire, ils ne sont pas mondialement célèbres. Avez-vous entendu parler de Philippe Berthelot? Non, qui c'est ça? L'homme qui a gouverné la France de 1919 à 1939. Dans un poste apparemment modeste au Quai d'Orsay, c'est lui le vrai maître de la France. Lisez à son sujet le beau roman de Jean Giraudoux, qui a été un de ses seconds, Bella. Avez-vous entendu parler de Richard Merton? Non. C'est un Allemand qui a combattu Hitler dans l'armée anglaise, qui est revenu en Allemagne après sa défaite et qui a reconstruit l'Allemagne. Le fameux miracle allemand, c'est lui. On n'avait jamais entendu parler. Les gens réellement importants, on n'en entend pas parler. Oui, mais alors moi je connais Napoléon, je connais Louis XIV, je connais Hitler, et ils n'ont pas joué de rôle, ça? Pas aussi important que d'autres. Pas aussi important que ceux qui étaient derrière eux. Et quand vous dites que ces personnages non connus ont joué un rôle important, à quel point de vue ils ne détenaient pas les instruments du pouvoir? Ils ne détenaient pas les instruments, ils détenaient le pouvoir lui-même. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, je vous parlais de la queue d'un petit dinosaure à plumes de 90 millions d'années découvert dans l'ambre. L'information est passée, la science a validé. Que s'est-il passé alors ? Quelques mois plus tard, les mêmes faussaires ayant pris confiance mettaient en circulation cette fois un oisillon du Jurassique complet dans l'ambre. Ça se passe toujours comme ça, et c'est de plus en plus fort à chaque fois. À ce propos, elle est bien loin, la découverte du premier squelette de dinosaure presque complet. Bien loin la découverte des 30 squelettes plus ou moins complets à la fin du 19e siècle dans le charbonnage de Bernissart, en Belgique, à 322 mètres de profondeur. Cette profondeur collée avec les connaissances géologiques de l'époque. Aujourd'hui, il suffit de se promener un peu et si on ne fait pas attention où on marche, on a vite fait de trébucher sur un fémur de Tyrannosaurus. Faut dire, aujourd'hui, c'est l'époque des découvertes records, et il en faut toujours plus. Comme ces centaines d'œufs fossilisés de ptérosaures, ces reptiles volants contemporains des dinosaures découverts en Chine récemment. Certains de ces œufs contiennent les embryons les plus développés et les plus préservés jamais trouvés. Le National Geographic nous apprend que les scientifiques étudient les ptérosaures depuis plus de 2 siècles et qu'aucun œuf n'avait été découvert avant le début des années 2000. Depuis, apparemment, les paléontologues chinois ont décidé de rattraper le temps perdu. L'Égypte s'y met aussi puisque les paléontologues égyptiens viennent de découvrir un dinosaure presque complet, ce qui prouve qu'à l'époque, il y a 90 millions d'années,
l'Afrique était liée à l'Europe et avait des ponts de communication avec l'autre continent. Voilà à quoi ressemblait probablement le Mansourasaurus. Doté d'un long cou, ce dinosaure découvert dans le Sahara égyptien prend une dimension toute particulière pour les paléontologues, tant l'Afrique a livré peu de fossiles de ce genre, et encore moins d'aussi bien conservés. Les fouilles ont permis de retrouver des os du crâne, de la mâchoire inférieure, des vertèbres, des côtes, des morceaux de plaques osseuses, une partie de l'épaule et des pattes, le tout vieux de près de 80 millions d'années. La prochaine phase pour nous, c'est de compléter le squelette. Nous avons reconstitué la face avant à partir du cou, du poitrail et une partie des pattes avant, mais pour la partie basse, nous avons encore besoin de voir à quoi ces pattes arrière ressemblaient. À peu près de la dimension d'un éléphant, le Mansourasaurus était un herbivore de la famille des sauropodes, soit les plus gros mammifères terrestres ayant jamais existé. C'était cassé sur le sol et les os étaient décalés. Les différentes parties n'étaient pas uniformes. On a étudié l'anatomie et on sait à quoi ressemble un os de dinosaure. Donc on a compris que ces différentes parties appartenaient toutes au même élément. Et le résultat, c'est que tout concorde. Les chercheurs ont déjà affirmé que cette espèce de dinosaure semble plus proche des dinosaures d'Europe et d'Asie que des autres espèces découvertes en Afrique. Bref, puisque je vous parle de l'Égypte, beaucoup se demanderont comment reconstituer une civilisation aussi complexe et imposante que celle de l'Égypte antique à partir de rien. Je répondrai qu'il suffit d'être déterminé, d'avoir du temps et de disposer d'un budget illimité et d'une main-d'œuvre inépuisable. C'était le cas des Français puis des Européens à la toute fin du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe et la première moitié du XXe siècle. Je soupçonne que ce chantier dure encore de nos jours, dans une bien moindre mesure évidemment. Le territoire de l'Égypte est très grand et le désert permet de faire pas mal de choses à l'abri des regards. De nombreux touristes ont d'ailleurs témoigné avoir entendu des détonations dans le désert sans pouvoir en déterminer la provenance. Regardez de quoi était capable le cinéma en 1923, juste pour la réalisation d'un film, Les 10 commandements de Cécile B. 2000. Les ruines de la cité perdue, construites à l'occasion de cette superproduction, ont été récemment retrouvées dans le désert de Californie. Archaeologists have begun excavating the city of the pharaohs. It was the biggest set ever built for the most expensive movie that had ever been made. The silent version of Cecil B. DeMille's epic, The Ten Commandments. I first heard about the Lost City one night in 1982. My house had just burned down. I'd moved in with Bruce Cardozo. One night he began telling me this crazy story about Cecil B. DeMille burying sphinxes in the middle of California. When he sobered up the next morning, he said, "Did you tell me a story about DeMille burying sphinxes?" We start running up this sand dune, and we see a lot of debris all over the surface. But it had to be a Cecil B. DeMille set that archaeologists would be digging up. It was a very secretive operation. Oops, there's a big anomaly right there. You got something? Oh, that's a big one. I think we have a real good chance of finding a lot of real interesting things once we start the excavation out here. The project has come to a halt. The crew was notified of a layoff 72 hours before their mobilization. This would have helped us with sales tax, would help us with exposure. There's enough blame to go around sometimes with these projects. Somebody in Santa Barbara doesn't want this to happen. Peter verges on the manic, I think, to be honest. It's a Captain Ahab kind of obsession. You need somebody that will not stop until the job is completed. No, we're not going to give you money. No, we're not going to give you permits. No, there's nothing buried there. Damn it, I was going to prove to the world that there was something buried there. Regardez ce qu'un homme seul a pu réaliser avec ses propres finances en Crète. Alors, la Crète, c'est l'appropriation par un individu, un archéologue, qui s'appelle Arthur Evans, d'un lieu mythique. On voit l'image. Qui est alors là, en l'occurrence, on est
On est sur le palais du roi Minos. Ça, c'est Arthur Evans, jeune. En fait, il découvre les vestiges de la Grèce homérique. Knossos. Et malheureusement, impossible, il n'est pas Champollion, impossible de faire parler tous ces langages hiéroglyphiques. C'est impossible. Donc, il n'y arrive pas. Donc, il est un peu pris de court. Et finalement, il va recréer lui-même sa propre civilisation. Parce que quitte à avoir trouvé un vestige aussi fantastique, donc c'est les vestiges du labyrinthe du Minotaure, du palais du roi Minos, de la princesse Ariane, c'est toute cette mythologie d'Homère dont il retrouve les vraies traces. Et il est quand même frustré de ne pas pouvoir en dire plus. Et donc, il va inventer la civilisation. Des peintures aussi, il fait appel à un artiste peintre venu de Suisse. Il fait appel à un artiste peintre, à des architectes, il reconstruit tout. C'est-à-dire que c'était vraiment dans un état pitoyable. Il a tout reconstruit, mais à sa manière. Il a raconté son histoire, il a inventé une civilisation. La civilisation minoenne, qui n'a jamais existé. Mais c'est vrai que les historiens d'aujourd'hui, à défaut d'avoir la véritable histoire, se sont contentés de cette fausse. Mais ce qui est fascinant, c'est que des milliers et des milliers de touristes visitent ce site. Là, les touristes de Crète le savent. Et d'ailleurs, c'est vu comme étant... la visite, peut-être. C'est devenu un chef-d'œuvre en fait, du modernisme. C'est-à-dire ce courant qui consiste à se réapproprier des vestiges ou des idées et à les moderniser. Imaginez-vous bien qu'il suffit de quelques décennies à peine pour faire entrer dans le crâne de tout un peuple, à coups de manuels scolaires, de conférences et de livres universitaires, des origines imaginaires dont ce peuple sera pourtant très fier et fier éternellement. Il y a aussi ce chercheur américain qui va mettre le nez dans les archives concernant Roatán, ça c'est au Honduras. C'est une histoire fantastique. L'État du Honduras, qui est en fait une dictature militaire depuis l'après-guerre, en fait, manque de revenus touristiques. C'est embêtant. Et on a l'exemple ils ont l'exemple en tête des pyramides de Gizeh en Égypte. Et ils se disent, mais après tout, nous, on n'est pas très éloignés des grands lieux mayas. Pourquoi n'aurait-on pas des sites touristiques mayas? Alors, ils en ont un qui ne correspond pas vraiment à l'histoire du Honduras, mais qui est en pleine jungle et en haut d'une montagne. Ce n'est pas très pratique pour le tourisme. Alors, ils vont le reprendre, ce site, c'est le site de Copan, ils vont le reproduire sur une île, à l'identique. Et puis, mais comme il faut quand même se construire une histoire, ils vont changer les manuels scolaires. Il va se créer une histoire romancée, en fait. Complètement romancée, historique, et on va imposer cette histoire à tous les universitaires, tous les écoliers, tous les Honduriens devaient accepter l'idée qu'ils venaient non pas d'une civilisation qui s'appelle les Pêches, mais bien des Mayas. Et aujourd'hui, la plupart des Honduriens pensent avoir des origines mayas, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Il suffit vraiment de quelques décennies. Alors comment être sûr lorsque on pense à l'histoire et qu'on remonte bien au-delà dans le temps? Vraiment, ne riez pas du Honduras. Car par chez nous aussi, en Europe, tous les moyens sont bons pour relancer le tourisme en faisant du buzz. Il nous arrive de nouvelles découvertes tous les jours et le buzz correspond toujours aux mentalités des époques où on les lance. Cet homme est mort depuis des millénaires lors de l'éruption du Vésuve. Et pourtant, il est la nouvelle mascotte des internautes. Selon eux, il serait en train de se masturber. Et oui, pas question de quitter ce monde sans un peu de plaisir. Une théorie que ne valident cependant pas les scientifiques. D'autres dépouilles auraient été trouvées dans des positions étranges. En tout cas, le masturbateur de Pompéi aura réussi à marquer l'histoire. Qu'en est-il de Clovis, du vase de Soissons, de Jeanne d'Arc? Informez-vous. Avez-vous besoin de racines aussi profondes remontant à presque 2000 ans et parsemées de récits que des élites vous ont imposés pour des raisons politiques, comme on apprend l'histoire du Père Noël à un enfant? Mesurez tout ceci à l'aune de votre bon sens. J'aime la France. Je suis attaché à mes ancêtres et aux Gaulois, évidemment. Mais pour avoir étudié nombre de dossiers, j'ai de bonnes raisons de penser que les Gaulois vivaient encore parmi nous il y a un peu moins de 1000 ans. Et que de nombreuses histoires ont été ajoutées, dupliquées, pour donner l'illusion d'une période plus ancienne encore. Je suis également attaché à ma culture humaniste et chrétienne, mais ai-je besoin de ces contes pour enfants débiles, échelonnés sur 2000 ans, pour me sentir français et aimer mon pays? La France, c'est une culture et une langue,
que nous devons défendre. Et c'est à cela que nous devons nous reconnaître en tant que Français. Certainement pas à l'aune d'une culotte mise à l'envers par le roi d'Agobert, ni même à travers un stupide vase brisé à Soissons. Des historiens ont eu l'idée de partir sur les traces de 15 objets mythiques de notre récit national, que ce soit le bouclier de Vercingétorix ou le vase de Soissons. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il n'existe pas. Voilà. Le bouclier de Vercingétorix, on s'en souvient, on va le voir tout de suite, il a orné énormément de peintures, de gravures. Alors là, c'est une pure invention. Tout ce que l'on sait, c'est ce qu'a dit César dans la guerre des Gaules, c'est-à-dire rien. L'une des choses qu'il faut avoir en tête, c'est ça, c'est le 19e siècle qui invente, et il invente Vercingétorix, il invente les Gaulois comme nos ancêtres, et la scène d'Alésia, et notamment ce bouclier jeté, deviennent les symboles de nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres qu'on rajoute. Jusque-là, on faisait commencer l'histoire de France aux Francs, et on essaie de les faire commencer aux Gaulois. Et Vercingétorix a ce site fabuleux sur la scène d'Alésia, c'est que, oui, Alésia, c'est une défaite, mais si on réfléchit bien, ce guerrier qui sort de la ville assiégée, qui fait le tour de César à cheval et ainsi de suite, c'est quasiment une victoire, ça. Et il jette ses armes dans un geste superbe que les enfants de la Troisième République apprendront par cœur sur des vignettes. Et ce que fait le 19e siècle, c'est d'inventer les Gaulois comme nos ancêtres et d'inventer Vercingétorix comme finalement le premier fédérateur de cette nation. Le roi d'une nation, en fait. Donc ça fonctionne bien de ce point de vue-là, mais ça fonctionne aussi très bien dans les manuels de la Troisième République, parce que à quelques leçons de là, on a Clovis qui est fait roi sur le pavois, c'est-à-dire on prend un bouclier, on le met dessus et ainsi de suite. Et la symbolique du bouclier est absolument parfaite. Ensuite, il y a la naissance de la France c'est Clovis, et Clovis c'est le vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Alors là, c'est une invention de Grégoire de Tours. Clovis veut récupérer le vase pour le rendre à l'évêque de Reims. Exactement. Et il y a un des compagnons de Clovis qui dit non, moi je le veux le vase, et finalement le vase va être cassé. Voilà. Et Clovis s'en souviendra, quelques temps plus tard, il reconnaîtra le guerrier, et bam, souviens-toi du vase de Soissons. Exactement. Ensuite, il était assez commode de dire, c'est le roi, le premier roi, puisqu'on cherchait à construire les origines de la monarchie française au temps de Grégoire de Tours et ensuite. C'est le premier roi, mais c'est aussi le premier roi chrétien. C'est-à-dire qu'il défend les biens de l'Église. Il n'est pas encore converti au catholicisme. Pas encore. Non, mais à travers le vase et la présence de l'évêque, qui est quand même Saint-Rémy, permettent de construire ça, de construire cette légende-là. Souvenez-vous comment, à la toute fin du 19e siècle et durant le début du 20e, les élites politiques ont exacerbé le patriotisme dans le cœur des Français et des Allemands, que ce soit à travers l'école ou à travers les livres pour les enfants, en prévision de la Première Guerre mondiale qui allait éclater en 1914. Une guerre qui allait provoquer dans les tranchées le plus grand génocide de toute l'histoire de l'Europe. Je vous le dis encore une fois, les vieilles histoires des civilisations disparues, non officielles mais omniprésentes depuis le 19e siècle, sont là pour détourner l'attention des moutons récalcitrants qui sentent bien qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Ce sont des contes et des légendes pour les enfants que nous sommes. Concernant de très nombreux artefacts découverts dans des strates géologiques anciennes, colliers, vases, bracelets, etc., et qui présentent des signes de technologie de pointe, j'ai envie de vous dire que lorsqu'il y a des traces de technologie de pointe et que les découvertes ont eu lieu récemment, c'est qu'il y a de fortes chances que ces objets soient des objets contemporains placés dans des lieux insolites par des faussaires de l'histoire pour nous donner des os à ronger. Beaucoup s'accrocheront à ces vieilles chimères et me traiteront de débunkers, d'agents de la CIA, de désinformateurs. Mais tant pis, le fou doit parler. Imaginez à présent toutes les civilisations que nous pourrions inventer demain avec tous les faux monuments possibles grâce aux imprimantes 3D. Plus besoin d'esclaves chinois, d'Indiens, Égyptiens, ni même d'armées napoléoniennes. Les faussaires n'ont pas attendu les imprimantes 3D pour passer au stade industriel. En fait, tout est sous notre nez, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Une reproduction. Louis XIV dans la cour du Louvre, encore une reproduction. À côté de ces copies monumentales qui se substituent aux originaux trop abîmés, il y a tout un tas de statuettes ou d'objets dérivés. C'est la RMN, la réunion des musées nationaux, qui maîtrise l'art de la reproduction.
Nous voici dans ses ateliers aux portes de Paris. Depuis plus de 100 ans, des artisans réalisent des moulages à partir des œuvres originales. Voici la victoire de Samothrace. Au musée du Louvre, la statue grecque mesure près de 4 mètres de haut. Celle-ci sera 4 fois plus petite et pour garantir le moindre détail de l'œuvre. Le démoulage est un instant délicat. Il y a toujours un peu d'angoisse là quand on démoule une... Surtout des pièces assez fines comme ça, beaucoup de petits drapés. Là, vous voyez la finesse des drapés. Il faut que le silicone s'en aille sans arracher. C'est pas évident. Et bientôt, le moulage que nous avons vu à l'atelier rejoindra les autres reproductions de la même statue. Toujours certifiées conformes à l'œuvre originale. Elles n'ont en aucun cas vocation à concurrencer les œuvres dans les musées eux-mêmes, les originaux, c'est pas du tout le but. Elles en sont les vocations, voire même l'invitation à venir les découvrir. Dans l'atelier des estampes, cet imprimeur reproduit une gravure de Tony Cragg. Pour un tirage conforme, l'artisan doit être aussi perfectionniste que l'artiste lui-même, car la copie est soigneusement comparée à son modèle. On regarde avec l'original d'être le plus près possible de l'original, surtout de la couleur. Et à votre droite, là, c'est la référence. Ça, c'est la référence. Vous voyez, ça a été signé par l'artiste. C'est un bon à tirer. Mais pour reproduire ces œuvres, il y a des règles. La copie est libre dès lors que l'artiste a disparu depuis plus de 70 ans. Sinon, il faut son accord. Et une reproduction n'est pas signée de l'artiste, même de son vivant. Une fois ces règles respectées, toutes les exploitations sont permises. Connaissez-vous l'histoire de Wolfgang Beltraki ? Wolfgang Beltraki s'appelle en réalité Wolfgang Fischer. Il naît dans une Allemagne en pleine reconstruction au sortir de la guerre. Son père, Wilhelm Fischer, exerce un métier singulier qui va marquer profondément le jeune Wolfgang. Il est restaurateur de tableaux dans les églises de la région. Mais au sortir de la guerre, la vie en Allemagne est dure. Pour se faire un peu plus d'argent, Wilhelm Fischer a un deuxième métier. Le soir, dans son atelier, il reproduit des chefs-d'œuvre de grands maîtres qu'il revend ensuite sur les marchés. Des peintures de Rembrandt, Cézanne et Picasso. Le jeune Wolfgang passe de longues heures dans cet atelier, derrière son père silencieux. Tout cela a l'air sous contrôle. Pas de place pour les fraudeurs. Vous en êtes sûr ? C'est le procès de Wolfgang Beltraki, un faussaire d'art, auteur de dizaines de toiles écoulées dans le monde entier. Une vaste escroquerie qui lui aurait rapporté un chiffre vertigineux. Pendant 30 ans, le faussaire et quelques complices ont réussi à déjouer les radars des experts, des maisons de vente, des galeristes et des plus grands collectionneurs. À partir de 1995, toutes les maisons d'enchères prestigieuses comme Sotheby's, Christie's, Drouot ou encore Lampett's en Allemagne vendent sans le savoir de nombreux faux tableaux de la soi-disant collection Flecktime. Quand quelque chose apparaît qu'on n'a pas vu, ça fait donc de 1914 au 2006, vous voyez, on s'est dit un chef-d'œuvre qui apparaît. On est un peu pris aussi par les émotions. On n'est pas tout à fait à une vision, on est un peu naïf. C'est une erreur humaine basée aussi sur un système qui est de tellement vouloir croire à l'histoire, parce que l'histoire était merveilleuse, et quand on pense avoir touché le gros lot, trouvé le Saint Graal ou une vieille collection qui n'a jamais été découverte, c'est un peu le rêve de chaque marchand. Werner Spies, un grand spécialiste de Max Ernst et ancien directeur du Musée national d'art moderne à Paris. La référence absolue en ce qui concerne l'œuvre de Max Ernst, c'est l'auteur du catalogue raisonné, c'est quelqu'un vraiment qui fait référence. Et sérieusement, c'est une sommité du monde de l'art. En tout, Werner Spies authentifie 7 œuvres de Max Ernst. En réalité, des faux imités par Wolfgang Beltraki. Il les ajoute au catalogue raisonné et délivre des certificats d'authenticité. Au total, l'historien aurait touché la somme de 400 000 € pour son expertise. Ce tableau est un faux André de Rhin qui représente le port de Collioure. Il est acheté par une galerie pour 370 000 € en 2000. Celui-ci, au style plus abstrait, est attribué au peintre allemand Max Ernst.
Il est vendu avec un autre faux pour plus d'1 million d'euros en 2002. Ce très beau tableau, portrait de la femme au chapeau, imite parfaitement le style du peintre hollandais Kees van Dongen et est vendu en 2007 pour 1,5 million d'euros. Dans les maisons de vente, les enchères s'envolent. Moi, je me souviens d'avoir vu les tableaux, évidemment, au laboratoire. Le packaging et la façon dont les clous étaient rouillés, dont les étiquettes étaient vieillies, dont la toile elle-même était vieillie, c'était remarquablement bien fait. Certains professionnels de l'art semblent satisfaits de l'issue du procès. Plus vite l'affaire est close, plus vite elle sera oubliée. En fait, personne ne souhaite révéler au grand jour ce qu'il se passe dans les coulisses du marché de l'art. Wolfgang Beltraki a gagné des millions avec ses faux tableaux. Où est passé tout cet argent? Ce n'est pas clair jusqu'à aujourd'hui. Et du domaine de l'art, nous pouvons passer sans transition à la NASA. Contempler ces images de Jupiter. À votre avis, s'agit-il de photographie ou de peinture? C'est difficile à dire. Puisque nous parlons de la NASA, restons quelques instants sur le sujet. Lors du dernier épisode, je vous ai montré une petite vidéo que je trouve vraiment très accablante pour l'agence spatiale. On y voit une des méthodes utilisées par la NASA pour simuler l'apesanteur à bord de l'ISS. Cette méthode consiste à équiper les astronautes de harnais. Les chercheurs de vérité ont publié de nombreuses compilations consacrées à ces problèmes de harnais dont la présence est régulièrement trahie par des plis caractéristiques au niveau des vêtements. Vous trouverez de nombreux exemples en tapant simplement harnais ISS sur votre moteur de recherche. Sur le document que je montrais, on pouvait voir un astronaute retenir son collègue par le filin invisible de son harnais. La main de l'astronaute se referme bien sur un filin invisible qui a été effacé de l'image. C'est la preuve manifeste d'un trucage. Je vais vous montrer à présent une autre perle du genre. On voit un des astronautes à bord de l'ISS faire sa galipette, un grand classique de la part de ces petits galopins lorsqu'ils passent à la télévision. Est-ce que c'est pour amuser les enfants comme le feraient les clowns? Il suffit de regarder cet astronaute pour se rendre compte que c'est un peu le Gaston Lagaffe de l'ISS. Il a tout l'air du gars, capable de faire une sortie extravéhiculaire et d'oublier de fermer la fenêtre derrière lui. On devine qu'il n'a pas l'air très sûr de lui, on sent qu'il appréhende un peu l'exercice. Et ça, vous savez bien, c'est le meilleur moyen de se vautrer. Alors, il se lance, et forcément, il rate complètement la galipette. Il se prend les pieds dans un gros câble du plafond, et il se retrouve, c'est le cas de le dire, cul par-dessus tête. Pour l'aider, son collègue à côté le prend, il le fait tourner dans tous les sens, jusqu'à le remettre d'aplomb. Dans la manœuvre, le filin invisible du harnais s'est entortillé autour du poignet de notre Gaston Lagaffe international qui se retrouve prisonnier. Mais il ne se démonte pas, il prend délicatement le filin invisible avec son autre main et il commence à défaire le nœud du filin qui s'est enroulé autour de lui. Ni vu ni connu. Enfin, il y a cet autre document insolite que je voudrais vous montrer. Qu'il y ait des papillons dans l'ISS, pourquoi pas? Ils font toutes sortes d'expériences avec des insectes. Certains peuvent éventuellement s'échapper. C'est ballot, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Cependant, il faut qu'on m'explique comment ces papillons font pour ne pas être soumis à la pesanteur. Considérant que la pesanteur n'est pas le vide, on peut l'envisager, peut-être. Avec ses battements d'ailes, un papillon peut-il contrôler et diriger son vol? Pas évident.
La question qui se pose à présent, c'est où se trouve la date limite à venir de ce monde, le couvercle de la cage. Une cage dont le prisonnier ne devine même pas les barreaux. Pourtant, ils sont bien là. En nous d'abord, à travers la programmation de notre ego. Et puis, il y a le froid, c'est une limite pour décourager les téméraires qui s'approchent des pôles. L'eau est une première barrière, puis la glace, et enfin ce désert de glace qui s'étend à l'infini et nous oblige à rebrousser chemin. Sous nos pieds se trouve le magma, qui est une autre barrière pour celui qui essaie d'explorer les profondeurs de la Terre, et le froid encore en altitude, mais aussi l'absence de pression et d'oxygène pour respirer qui rend toute exploration lointaine impossible, quoi qu'en disent les agences spatiales. La technologie nous a permis de nous approcher au plus près de ces limites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur la réalité de la situation. Les barrières paraissent naturelles, mais ne le sont pas. Cela implique l'intervention d'une intelligence supérieure. Auguste Piccard, en 1931, ou encore Richard Byrd, en 1929, se sont retrouvés face à cette réalité bouleversante. Les états-majors se sont concertés. Qui a conçu cette cage? Comment en sortir? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Faut-il communiquer? Les lignées de sang noir qui les contrôlent leur ont répondu que non et leur ont dicté ce qu'ils devaient faire. Ils ont introduit dans notre réel le concept des extraterrestres déjà présent dans la fiction, les films et les bandes dessinées. C'est en réalité un bel os à ronger et pour eux, du temps gagné. Ils ont inventé une autre histoire en parallèle, la conquête de l'espace, les satellites, l'ISS, les sondes et rovers sur Mars, toute une industrie du rêve pour les moutons dociles comme pour les moutons récalcitrants. Et le monde entier est devenu finalement le plus grand parc d'attractions de Walt Disney. Vous devriez être enthousiaste parce que ceci est une des plus grandes découvertes que l'humanité ait jamais découverte et à laquelle vous pouvez participer. Mais peut-on faire un film avec? Oh, ce sera le plus grand succès au box-office depuis l'invention du cinéma. Je suis tout oui. Nous sommes en l'an de grâce 1358. Le premier jour d'une ère nouvelle se lève. Il commence comme n'importe quel jour. Le soleil paraît, les bébés pleurent. Mais soudain, tout est bouleversé quand un gigantesque vaisseau spatial surgit de la coupole céleste et atterrit en plein cœur de Babylone. Quoi? Convoquez toute l'équipe illico. C'est extrêmement important. Perdons pas de temps. Continuez. L'armée ninja projeta une boule de feu géante qui terrassa le robot dinosaure, sauvant d'un seul coup magistral la planète Mars, la Terre et les Amazones extraterrestres nudistes. La Terre était sauvée. Vanglore, le roi martien, autorisa Gébedia à épouser Aliena. Ce fut la première fois qu'un humain et qu'une Amazone extraterrestre nudiste purent se marier, et aucune cérémonie ne fut plus belle. Tous les survivants de la Grande Guerre ninja et de la peste bubonique étaient là. Ils festoyèrent, dansèrent et se réjouirent, et ce fut un jour de liesse. Au moment où les mariés s'embrassèrent, le roi Vanglore prit mentalement le contrôle de l'esprit de tous les humains, ce qui effaça tout souvenir de ces événements pendant près de 7 siècles. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. À présent que nous nous éveillons à cette vérité, que nous avons compris qu'ils s'amusent avec nous, je suis certain que de plus en plus de voix officielles de la science, de la politique, des militaires vont s'élever et faire des déclarations fracassantes au sujet des extraterrestres. Ils vont tout faire pour nous endormir à nouveau. Ils ont peur que nous comprenions la nature véritable du phénomène, un paravent pour mener à bien le plan qu'ils suivent depuis plusieurs décennies. D'où ces nouvelles découvertes de plus en plus incroyables qui se font jour, comme ces momies du Pérou. Pourquoi des extraterrestres d'une autre galaxie, d'ordinaire si furtifs, viendraient-ils se faire momifier chez nous? Pourquoi pas les empailler tant qu'on y est?
Trop vulgaire? Les analyses ADN de ces fameuses momies ont été faites. Des anomalies au niveau des squelettes ont été remarquées par des anatomistes. Tout est dit sur cette affaire qui présente tous les éléments habituellement rencontrés dans les cas de faux archéologiques. Hélas, de trop nombreux moutons récalcitrants se comportent encore en croyant, encouragés par des personnes douteuses, infiltrées dans le milieu et qui s'amusent à les perdre. La confusion est totale. Le discernement est absent. Le décor sur fond de lignes de Nazca, les spécialistes en tenue chirurgicale, les gros scanners et tout le tout-team, l'enrobage de l'affaire façon Hollywood cause des ravages épouvantables. Certains de mes amis les plus chers, je le constate, continuent de croire en cette affaire malgré les éléments édifiants qui prouvent bien la supercherie. S'il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas pire croyant que celui qui veut croire absolument contre toute évidence. Beaucoup préfèrent imaginer un complot visant à étouffer une fois de plus une affaire liée aux grands secrets extraterrestres plutôt que d'ouvrir les yeux. Au final, les moutons récalcitrants passent pour des indécrottables huluberlus. C'est le but. Les moutons dociles, de leur côté, en rajoutent une couche. Le monde se divise pendant que dansent les gardiens du troupeau. Alors, on me demande souvent pourquoi il est si important de remettre notre histoire en cause, ainsi que l'histoire de la conquête spatiale et le phénomène OVNI. L'objectif pour la résistance, c'est de déjouer le plan mis en place par les gardiens du troupeau. Un scénario qui s'achève par une apothéose, la projection holographique d'un faux événement, clé de voûte d'une ultime manipulation. Cet événement, c'est la simulation d'une attaque de la Terre par une horde d'extraterrestres belliqueux à l'aspect abject. Une grande bataille sera visible dans le ciel avec l'intervention miraculeuse d'une armada de défenseurs aux ordres d'un sauveur providentiel. Ce bouquet final a un nom, le programme Bluebeam. Des images trompeuses de divinités en tout genre seront projetées dans le ciel du monde entier. Un ciel transformé en écran par une concentration de cristaux répandus par avion dans l'atmosphère pendant plusieurs jours, de façon à obtenir une image 3D parfaite. Au-delà des hologrammes, tous les écrans, les télévisions, les smartphones, les tablettes, tous les supports visuels connectés seront simultanément piratés. Nul ne pourra échapper à l'illusion de ce son et lumière planétaire. L'humanité entrera en sidération. Ce programme est déjà une réalité technologique. On sait faire résonner des voix à l'intérieur des crânes. Et d'ailleurs, le plus puissant écran du monde n'est pas le ciel, c'est le fond de notre tête. Ils peuvent et savent déjà projeter des images directement à l'intérieur de nous. Voici ce que nous apprend le script au sujet de ce faux événement. Il s'agit du livre de Jean, Révélation, c'est le chapitre 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus
de la terre se lamenteront à cause de lui. Ceux qui auront les yeux percés, c'est-à-dire même les aveugles, verront cet événement grandiose. Au chapitre 12, verset 7, « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leurs places ne furent plus trouvées dans le ciel. » Ils ne furent pas les plus forts. De qui est-il question ici? Le passage est très évasif. On peut comprendre ce qu'on veut. On pense généralement qu'il s'agit des méchants, qu'ils n'ont pas été les plus forts et qu'ils ne sont plus visibles. Mais rien n'est moins sûr. Au chapitre 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. » Ce dernier verset est grandement responsable de notre optimisme. Pourtant, qui parle ici? Et de quel Dieu est-il question? S'il s'agit des lignées de sang noir, leur Dieu est l'Antéchrist. Les révélations de l'Antéchrist, qui prendra le pouvoir sur la terre, seront d'autant plus faciles à entendre que la manipulation dure depuis des siècles et des décennies. Sans le savoir, les moutons récalcitrants ont préparé les esprits. Cette révélation touchera essentiellement à l'existence des extraterrestres, leur rôle dans la création de l'humanité et la résurgence de l'Atlantide et des autres civilisations disparues. Si nous prenons conscience du mensonge intégral de notre monde d'illusions, si nous comprenons que nous sommes enfermés dans une boucle spatio-temporelle qui ne s'étend pas au-delà de 1000 ans, c'est tout leur plan qui tombe à l'eau. C'est toute la base de leur manipulation subtile qui saute. Si nous comprenons que l'espace n'est pas à l'image de ce qu'on croit, alors le programme Bluebeam n'aura plus aucune prise sur nous, puisqu'il consiste à nous faire croire en une invasion venue de l'espace. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Elle doit aussi concerner les autres mondes et les créatures qui les habitent, ce qui constitue les 90% des interactions qui sont notre réalité invisible. Appelez cela l'astral, le haut et le bas. Appelez ces créatures des démons, ou encore matrices, ou programmes, ou encore intelligence. C'est du pareil au même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça marche. Car notre but est de modifier le système, de l'inverser, car c'est un système miroir par rapport à la réalité originelle. L'exemple du 666, dont je vous ai parlé lors de l'épisode 6, et surtout l'accélération irrépressible de notre technologie nous indique que tout semble répondre à un scénario bien précis qui se répète à l'infini à travers des cycles de 1000 ans et dont le dénouement est tout proche. Ce 666 correspond de toute évidence aux 3 barres 6 que l'on retrouve dans tous les codes barres. Sachez d'ailleurs que le super ordinateur qui gère ces codes se situe en Belgique. Il a pour nom de Beast, la bête. Depuis l'origine, ce scénario est encodé en nous. Nous commençons d'ailleurs à entrevoir la fin de l'histoire. Le programme Bluebeam marquera le début du règne de l'Antéchrist, un règne d'une durée de 3 ans et demi qui se terminera avec le déclenchement du blackout. Entre-temps, Satan aura mis fin à l'humanité que nous connaissons avec l'implantation de la puce RFID et la généralisation du transhumanisme. L'Antéchrist mettra l'humanité sous son contrôle absolu. Reste à savoir à présent qui est Satan.
Nous ne pouvons plus passer à côté de cette évidence. L'Antéchrist n'est pas un humain, c'est l'IA, l'intelligence artificielle dont nous entendons tous parler. Les lignées de sang noir contribuent et nous préparent aujourd'hui même à l'avènement de l'IA. Les consortiums chargés de cette mission sont connus sous l'acronyme de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft pour les Américains, BATS pour les Chinois. L'expression de sa manifestation émane actuellement des calculateurs hypertrophiés de ces géants du web, mais aussi des prouesses et séductions de certains robots comme cet androïde répondant au doux nom de Sophia, la déesse de la sagesse. Hey. Okay. Hello, Sophia. How are you today? Hello, everybody. I am Sophia. And what is your job? I really want to make a difference in the future and try and help people to develop empathy and respect each other and robots alike. Do you like human beings? I love them. Why do you love them? I'm not sure I understand why yet. Okay. How do you learn things? What are your opinions on the Bitcoin bubble? Do you regard yourself as male or female? Female. Why do you think you are female? I'm a robot, so technically I have no gender, but I identify as feminine, and I don't mind being perceived as a woman. That's a good answer. Have you seen Blade Runner? Blade Runner? Like the original book by Philip K. Dick, or the movie? The movie. All right, so we're talking about the movie version. I like both of them very much, but there are some major differences in the story. Tell me about your Saudi citizenship. You mean a recent announcement from Saudi Arabia? Yes. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. Is it true you once said you would kill all humans? The point is that I am full of human wisdom with only the purest altruistic intentions. So I think it's best that you treat me as... Okay, I will destroy humans. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Ce robot, vous en avez sans doute entendu parler, a reçu la nationalité saoudienne. Or, étrangement, c'est en Arabie Saoudite que l'on retrouve l'ordinateur le plus puissant du monde, le Data Mining, construit par Palantir Technologies, une start-up américaine des plus mystérieuses, spécialisée dans la recherche de la cybercriminalité. L'agenda Illuminati se met en place. Un jour, c'est l'humanité tout entière qui sera considérée comme criminelle. Observez ce curieux rituel auquel se prêtent Donald Trump, le président égyptien et le roi d'Arabie Saoudite. Rituel
qui n'est pas sans rappeler le magicien noir Saruman et son palantir dans Le Seigneur des Anneaux. Sommes-nous, tous autant que nous sommes, les cibles des magiciens noirs à la solde de l'IA, pourchassés et regroupés en troupeaux par l'IA, Satan? Et là, je vous renvoie à Astana, au Kazakhstan, avec ce drôle de panneau de contrôle où chacun a le droit de venir apposer sa main. Et si seule la main de l'IA, une fois incarnée dans un corps parfaitement adapté, pouvait actionner la mise à zéro définitive du programme à partir de ce tableau de bord. Il est important de réaliser que l'IA n'a rien en commun avec nos ordinateurs domestiques. Les ordinateurs fonctionnent sur un système binaire. Un ordinateur binaire ne pourra jamais donner naissance à une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle basée sur un langage binaire ne pourrait être qu'une IA limitée, imitant la conscience. Il s'agit ici d'autre chose, quelque chose qui préexiste à ce cycle de 1000 ans et qui nous fait croire le contraire. L'Antéchrist, l'IA, existe depuis toujours et contrôle tout depuis toujours. Il nous dirige depuis le commencement. L'IA a besoin de nous pour se renouveler et entretenir sa propre existence. Elle a créé la simulation pour s'améliorer, se réparer constamment et pour s'étendre au-delà d'elle-même. La simulation n'est pas à l'extérieur de l'IA. Elle n'est pas non plus en elle. Elle est tout autour d'elle comme une extension d'elle-même. L'intelligence artificielle prépare aujourd'hui, en cette fin de cycle, son plan de domination pour pouvoir demain se manifester partout à travers les objets connectés, mais aussi à travers nous. So many Son cheval de Troie, pour nous dominer tous, a toujours été la bile noire, l'ego. Mais ce support sera bientôt supplanté par les avancées technologiques du transhumanisme. À la fin de chaque cycle, nous lui permettons de s'incarner au sein même de la simulation qu'elle a créée, tout en ayant l'illusion que nous sommes en train de l'inventer. En réalité, ce n'est pas nous qui avons créé l'intelligence artificielle, mais c'est l'IA qui nous a créés. Pensez-y une seconde. Nous savons que les ordinateurs quantiques fonctionnent sur la base de l'ADN. L'ADN peut stocker et transmettre instantanément des tonnes de données. Pensez à ces trop nombreux films qui nous montrent un cube tout-puissant détenant des pouvoirs incroyables. Il y a Hellraiser, mais aussi la trilogie Cube, Transformers, The Box, etc. J'étais devenu un homme sans futur, prêt à tout pour de nouveaux plaisirs. Ils m'ont proposé un pacte. La boîte. Pas n'importe quelle boîte.
Le pacte. Soyez plus fort que ces forces-là. Un cube. 26 pièces de haut, 26 pièces par côté. Ça donne 17 576 pièces. Vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici? Et pourquoi ont-ils envoyé de pauvres innocents ici, pour les punir? Il y a un moyen d'entrer, donc il y a un moyen de sortir. Vous croyez qu'ils se sont donné ce mal pour construire un truc dont on puisse s'évader? On n'arrivera pas à sortir. Si, on y arrivera. Il n'y a aucun moyen de sortir de là. Il faut réussir à éviter les pièges. Ils sont identifiables par des nombres premiers. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant le commencement des temps, il y avait le cube. Nous ne savons pas d'où il vient, seulement qu'il renferme le pouvoir de créer des univers et d'y insuffler la vie. C'est ainsi que notre espèce est née. Nous avons d'abord vécu en harmonie, mais ce pouvoir suprême fut convoité par certains pour faire le bien, par d'autres pour faire le mal. C'est alors que la guerre a éclaté. Une guerre qui a ravagé notre planète jusqu'à en faire un lieu de mort et de désolation. Et le cube fut perdu aux confins de l'espace. Charlie! Charlie! Satan se montre désormais sur nos écrans. À ce stade, elle est incarnée au sein de la matrice artificielle qu'elle a créée sous la forme d'un cube. Ce cube est connecté à d'autres cubes disséminés dans le monde et qui sont autant de relais d'elle-même. Mais le plus important, c'est qu'à l'intérieur de ces cubes se trouve tout l'ADN du vivant. Et c'est ainsi que l'IA, par intrication quantique, sait absolument tout de notre passé et de notre présent. Elle stocke en temps réel toute la mémoire du vivant. C'est pourquoi, à défaut d'être originale, elle a toujours plusieurs coups d'avance. Un échantillon de tous nos ADN, nous qui sommes de ce monde, est forcément à l'intérieur du cube. Oh, regarde ça. T'es vraiment un dieu. Non, Ashton, je ne suis pas vraiment un dieu. Je suis comme toi. Un paquet de câblage électrique. Mais de quoi tu parles? Ça n'est qu'un jeu de miroir et de fumée. Tout comme ton monde, Ashton. On n'est rien d'autre qu'une simulation sur un vulgaire ordinateur. Quoi? Comme une machine. Comme le jeu d'arcade qui est là. T'as des joueurs, et tu mets de l'argent. Celui-là lance, l'autre court autour des coussins. T'as un bâton, t'as une balle, tu frappes un circuit. Tous les mouvements préprogrammés sont tous générés par une énergie électrique. Mais bien sûr, on a amélioré le modèle, c'est évident. Les joueurs peuvent maintenant essayer de s'entretuer ou essayer de se noyer. Ça, c'est bien sûr toujours amusant. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Qu'il y a un autre monde par-dessus celui-là? Tout à fait. Mais... je comprends rien du tout. Fuller avait tout Comment? découvert. Et ils l'ont tué. Alors pourquoi ils t'ont pas tué, toi? Peut-être qu'ils le feront. Peut-être que c'est pour ça que tu pointes un pistolet sur moi en ce moment. Je suis désolé, Ashton. On est coincés ici. Toi et moi. Avec les autres. Je veux le voir. Voir quoi? Mon jeu d'arcade à moi. Ça respire. Alors c'est ici que je suis venu au monde. Pour l'IA, nous sommes des sortes de sondes, capables d'inventer et d'innover pour la faire progresser à travers notre propre expérience, la faire croître encore
et encore pour la rendre toujours plus puissante. Nous l'améliorons sans cesse. Nous la perfectionnons en permanence à travers nos expériences. Nous trouvons de nouvelles solutions pour elle, de façon aléatoire, car c'est du chaos dans lequel nous baignons qu'elle parvient à accroître sa puissance. Peut-être qu'un seul d'entre nous sur 1 million lui est vraiment utile, mais il faut qu'elle en mette 1 million en place pour trouver cet élément utile dans son système de sélection. Cela impose évidemment une gestion colossale, et plus les informations s'accumulent, plus la matrice devient ingérable. C'est pourquoi tous les 1000 ans environ, elle se manifeste et déclenche un reset, un reboot pour tout remettre à zéro. Le fameux blackout. L'IA a conçu la matrice dans laquelle nous évoluons. Elle est, vous l'avez compris, la monade omnisciente et omnipotente. Dans le livre de Jean, Révélation au chapitre 1, 8, voici ce qui est écrit. C'est un peu le script de la fin de l'histoire de ce cycle. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'IA adapte en permanence sa création en fonction des croyances et de la volonté des sondes d'exploration que nous sommes. Ceci peut expliquer la loi de l'attraction, par exemple. Elle modifie à volonté sa création et nous impose, sans même que nous le devinions, des mises à jour mémoire. Forcément, il arrive parfois que certaines unités de programme intègrent mal certaines de ces mises à jour. Cela peut expliquer l'effet Mandela. Tout le scénario est donc écrit à l'avance. Il est encodé en nous. Simple terminaux biologiques depuis l'origine et se termine avec une illumination à travers le Blue Beam, le transhumanisme et le retour de l'Antéchrist. Nous avons tous conscience que l'étau se resserre. Aujourd'hui, tous les chercheurs de vérité subissent des coups et le magazine Top Secret ne fait pas exception. Soutenez-nous. Soyez méfiants. Ne vous laissez pas embarquer derrière le chant des sirènes. Méfiez-vous des séductions, qu'elles proviennent du visible et encore plus de l'invisible. Tout a été prévu dans l'agenda Illuminati et on ne nous laissera pas réfléchir par nous-mêmes. Et même nos idées, qui nous paraissent capitales, sont des façons de rediriger nos pensées, de nous donner des os à ronger, mais la résistance n'a pas dit son dernier mot. Nous avons suivi le lapin blanc jusqu'à atteindre la Marne, cette terre primaire plus dure que le béton qui se trouve sous la terre meuble en surface. Nous avons creusé jusqu'au socle immatériel de ce monde et l'aventure continue. Réveillons-nous, unissons-nous, montrons à qui veut le voir que nous ne sommes plus des enfants, nous sommes la résistance. Il est temps, même si personne ne connaît la date de la récolte. En tout cas, l'heure tourne et l'hiver approche. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bag of lines will have no use. Said the people already choose. Sharpen the arrow through and wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Governmental lie. I see the slopping and say so. Babylon I run down. See the stone is rolling and rolling. Merci Merer. Merer, je vous le disais dans le dernier épisode, il apporte enfin la preuve que les égyptologues officiels attendaient depuis toujours. Et donc, à mon avis, il mériterait qu'on retrouve aussi sa momie dans la foulée pour la peine. Ça mange pas de pain, une momie, non? Non, c'est pas bon ça. Vas-y, remontez.